Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu Les Montagnes Hallucinées, un jeu publié en 2017 par Yellow. Ça nous vient du concepteur Rob Daviau, qui sait, il nous fera peut-être une version de Legacy l'année prochaine. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs et qui va durer une soixantaine de minutes. Le but du jeu va être de monter, évidemment, la montagne hallucinée, découvrir des reliques anciennes, essayer de s'échapper en vie et surtout en essayant de garder sa santé mentale. Donc ça nous vient inspiré d'un roman de H.P. Lovecraft là, du même titre, le Mountain of Madness. Donc pour ceux qui aiment le style horreur, le style Cthulhu, ça va être dans le même univers. C'est un jeu qui est coopératif, les joueurs vont travailler ensemble pour gravir les différentes épreuves dans la montagne et c'est un jeu de gestion de main de cartes. On va avoir des cartes pour essayer d'accomplir des défis ensemble. Et on va avoir un petit aspect de jeu de rôle. Donc on va avoir des cartes de folie pendant la partie qui vont nous donner des conditions particulières et qui vont amputer notre façon de communiquer avec notre équipe. Et c'est ce qui va rendre un petit peu le jeu difficile. Alors les montagnes hallucinées, je vous montre comment ça joue. Puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 3 joueurs. Premièrement, on va placer notre plateau au centre de la table et ensuite on va prendre les différentes tuiles et on va placer les tuiles sur le plateau aux endroits indiqués sur le plateau en dessous. Donc les deux premières rangées vont être des tuiles côte, les deux secondes des tuiles montagne, ensuite on a des tuiles cité et une tuile aux portes de la folie en haut de la montagne. On va ensuite placer 3 tuiles fuite dans le haut du plateau. Les autres tuiles vont être retournées dans la boîte de jeu, ne seront pas utilisées dans la partie. Ensuite, on va préparer les différents decks de cartes qu'on va placer sur le plateau à leurs emplacements. On a les cartes d'équipement, les cartes folie qui sont en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On a les cartes reliques, les cartes équipement ésotérique et les cartes de blessure. On va aussi placer sur le plateau le sablier à son emplacement. Et sur le côté du plateau, on va placer les différents jetons de reliques et le dé de malus. On va alors piocher un nombre de cartes blessures équivalentes au nombre de joueurs. Donc ici on a une partie à 3 joueurs. On va donc prendre 3 cartes blessures qu'on va les placer dans la défausse de cartes équipement ici sur le plateau. Chacun des joueurs va recevoir un petit plateau individuel avec le nom de son personnage, ainsi qu'un résumé du tour de jeu avec les différents pouvoirs de leadership. Les personnages n'ont pas de pouvoir, donc c'est purement esthétique. On peut même placer son plateau de l'autre côté pour avoir la version féminine du même personnage. Chacun des joueurs va recevoir une main de 5 cartes équipement pour commencer la partie. Et ensuite, on va déterminer le premier joueur, qui est le dernier à avoir franchi une montagne. On va remettre à ce joueur le plateau traîneau. Donc ce joueur sera le leader pour le premier tour de jeu. Il va placer sur le traîneau les 6 jetons leadership. Et il va prendre le jeton d'avion. C'est lui qui va déterminer où on va commencer notre expédition sur le plateau. Si on jouait une partie à 4 ou 5 joueurs, on commencerait avec moins de cartes équipement dans notre main. Donc limite de main serait plus basse. Et si on joue à 4 ou 5 joueurs, il y a certains joueurs qui vont aussi commencer avec une carte de folie. Ce qui n'est pas le cas dans notre placement d'une partie à 3 joueurs. Pour gagner la partie dans les montagnes hallucinées, les joueurs devront explorer en avion et faire des défis qu'ils rencontreront sur les différentes tuiles qu'ils vont visiter et tranquillement essayer de découvrir des reliques anciennes et de continuer l'ascension dans la montagne en évitant la folie pour essayer de se rendre aux portes de la folie. Une fois que les joueurs vont atteindre les portes de la folie, ils vont tenter la fuite. Et si on se rend jusqu'à la fuite, les joueurs devront avoir un nombre de reliques égal ou supérieur au nombre de blessures qu'ils auront amassées pendant la partie pour gagner.
Comment on peut perdre? Évidemment, comme tout bon jeu coopératif, on a plusieurs façons de perdre. La première, si on doit piocher des cartes blessures pour les ajouter à la défausse de cartes équipement et qu'il n'y a plus de cartes blessures, on va perdre automatiquement la partie. L'autre façon de perdre est avec les jetons de leadership. Donc en cours de partie, les joueurs vont avoir des effets de jeu qui vont faire qu'ils vont utiliser leurs jetons de leadership qu'on va défausser sur le plateau, ici sur le côté. Lorsque tous les jetons de leadership sont défaussés, si on a des effets de jeu qui continuent de nous faire défausser des jetons de leadership, on va tout simplement retirer des jetons de leadership de la partie. Et évidemment, si on retire le dernier jeton de leadership de la partie, nous allons automatiquement perdre celle-ci. Chacun des tours de jeu va se diviser en 5 phases. La première phase étant la phase de déplacement qui va se faire à l'aide du petit jeton d'avion. C'est le leader actif qui va faire la phase de déplacement. Il peut évidemment consulter ses coéquipiers, mais ultimement, il devra faire le choix. Pour la première phase de déplacement de la partie, le leader doit placer l'avion sur une des tuiles côtes de la première rangée dans le bas du plateau. Il pourrait donc la placer sur la tuile ici et il va tasser la tuile et la placer devant lui. Dans les prochaines phases de mouvement, le leader actif devra choisir un emplacement qui est adjacent où se trouve l'avion. Donc il pourrait aller sur la case qui est ici, là, celle-là ou celle-ci. Donc il peut commencer à monter ou tout simplement rester sur le même niveau. On peut aussi, si on est à cet emplacement, dans le tour suivant, on pourrait continuer l'ascension en allant sur les montagnes, continuer dans la côte, et on pourrait même revenir vers le bas de la montagne pour essayer de trouver les fameuses reliques. On peut même se déplacer sur un emplacement où il n'y a pas de tuiles, mais à ce moment-là, on n'aura pas de défi de tuiles à faire. On va devoir faire le défi qui est sur le plateau et on ne pourra pas avoir de récompense. Au fur et à mesure que les joueurs vont effectuer leur ascension avec leur avion, ils vont finir par atteindre les portes de la folie. Une fois les portes de la folie atteintes, on ne peut plus descendre la montagne, on doit obligatoirement se diriger vers la fuite et tenter d'aller vers la fin de la partie. Dans chacune des phases du jeu qu'on retrouve sur notre aide de jeu, le leader actif peut dépenser des jetons de leadership pour faire différents effets, voire un effet qui est différent dans chacune des phases de jeu. Dans la phase de mouvement, le leader peut dépenser un jeton de leadership. Donc il va le prendre du traîneau et il va aller le placer sur la défausse de jeton leadership sur le plateau. Et il va pouvoir permettre à un joueur d'ignorer l'effet d'une carte folie jusqu'à la fin du tour, ce qui peut être très pratique pour bien communiquer nos informations dans la prochaine phase. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase de rencontre. C'est là qu'on va essayer de faire l'épreuve qui est sur la tuile qu'on a visitée avec notre avion. Les joueurs auront besoin du sablier pour la phase de rencontre, le sablier d'une durée de 30 secondes. Lorsqu'on va retourner le sablier, on va retourner aussi la tuile en même temps. Et on va remarquer que sur la tuile, ici on va la regarder, on va avoir différents symboles. Donc on a 4 symboles différents dans le jeu. On a les caisses, les armes, les outils et les livres. Et on va avoir un seuil de difficulté. Donc il faut obtenir une valeur de livre entre 7 et 9 pour cette épreuve et une valeur en outils de 7 à 9 aussi. Donc, dès qu'on retourne la tuile, on va retourner le sablier et les joueurs pourront alors commencer la phase de rencontre et de communiquer. Ils vont d'abord prendre leur carte en main. Les joueurs n'ont pas le droit de montrer leur carte à leurs alliés. Par contre, on peut dire toutes les informations qui sont sur les cartes. Essentiellement, les deux choses importantes sont les symboles et les chiffres qu'on retrouve sur les cartes. Donc, je pourrais dire, j'ai un 6 livres, j'ai un 4 outils, un 6 outils. Donc, les joueurs vont essayer de communiquer, de dire, OK, moi, je vais jouer cette carte-là, puis toi, tu vas jouer la tienne, pour qu'on essaie d'atteindre les seuils de difficulté qui sont placés ici. Lorsqu'on a fini de communiquer, tout ça avant évidemment que le sablier s'écoule, un des joueurs va finir par placer une carte sur le traîneau. Dès qu'on a placé une carte sur le traîneau, les joueurs ne peuvent plus parler, ne peuvent plus communiquer d'aucune façon. Mais ils peuvent utiliser le temps qu'il reste dans le sablier pour jouer différentes cartes sur le traîneau. Lorsque le sablier va avoir terminé son temps, le leader actif, on devra attendre une dizaine de secondes pour que les leaders prennent la décision ou pas d'utiliser un jeton leadership dans la phase de rencontre. S'il décide d'utiliser un jeton leadership, il va tout simplement retourner le sablier et on va refaire une phase de rencontre. Donc on va se redonner un autre 30 secondes pour pouvoir bien communiquer et être sûr qu'on a placé les bonnes cartes sur le traîneau. Lorsque le sable va être écoulé de cette deuxième phase de rencontre, et là on va tout simplement passer à la phase suivante. Au cours de la partie, les joueurs vont rencontrer des effets qui vont leur donner des points de folie.
Si je n'ai aucune carte folie et que je gagne un point de folie, je vais piocher une carte de folie niveau 1, un petit cercle autour. Et ce que je vais devoir faire, je vais la lire secrètement et je vais devoir appliquer cet effet-là à chaque fois qu'on va lancer une phase de rencontre. On va retourner le sablier. Les cartes de folie vont vous donner une condition particulière dans votre communication ou vont vous obliger à faire quelque chose dans la phase de rencontre. Donc ici, c'est le travail d'équipe. Au début des 30 secondes, je serre la main à tous les autres joueurs. Je vais aller serrer la main de tous mes deux coéquipiers. Et évidemment, ça me fait perdre du temps. Donc les folies vont évidemment rendre la phase de rencontre de plus en plus pressante parce qu'on va devoir faire les différentes conditions de nos cartes folies. Je ne peux jamais montrer ma carte folie à mes coéquipiers, je ne peux pas communiquer les informations qui sont sur celle-ci. Je vais juste devoir faire ça, peu importe ce qui est écrit sur ma carte. Si jamais en cours de partie, je gagne un autre point de folie, je vais défausser ma folie niveau 1 et je vais obtenir une carte de folie niveau 2. Si je gagne un autre point de folie, je vais la défausser et je vais aller à une carte de folie niveau 3. Lorsque j'ai une carte de folie niveau 3, je vais la conserver le reste de la partie. Si jamais j'ai un autre effet de jeu qui me fait un point de folie, on va tout simplement à ce moment-là défausser un jeton leadership du traîneau. La troisième phase est la phase de résolution. C'est là qu'on va regarder les cartes qu'on a jouées pendant la phase de rencontre et on va regarder si on a réussi les épreuves qui sont sur la tuile de rencontre qu'on avait à faire. Si jamais on est sur un emplacement qui n'avait pas de tuile de rencontre, on va faire les symboles qui sont sur le plateau à la place. Alors on va révéler les cartes tout simplement et on va regarder si on a atteint les objectifs. Donc ici j'aurais une valeur de 8 en livres en additionnant les deux cartes et j'ai une valeur de 10 en outils. Donc il fallait que j'aille entre 7 et 9 pour les outils, donc c'est un échec, on n'a pas réussi. Et les livres, entre 7 et 9, on a 8, donc on a fait un succès pour l'épreuve des livres. Donc on a réussi une des deux épreuves de la tuile. Dès qu'on a réussi une des deux épreuves, on va gagner le bonus de la tuile. Donc ici, je vais gagner le spécimen D. Donc les tuiles vont avoir différents effets bénéfiques. Les tuiles qui donnent des spécimens, des vestiges ou des cartes connaissances sont dans le fond les reliques qu'on cherche à trouver dans la montagne hallucinée. Alors ici, je vais aller chercher le spécimen D dans le paquet de cartes reliques et le leader va assigner ce spécimen à un des joueurs. Lorsque le joueur va recevoir la carte relique, il va la placer devant lui. Il va prendre le jeton relique correspondant et il va le placer sur son plateau de joueur à l'emplacement indiqué. Donc ici, je ne peux plus faire le pouvoir dans la phase de résolution. Donc quand je suis leader, je ne pourrai plus dépenser de jetons leadership pour faire ce pouvoir-là. Donc évidemment, on traîne des reliques, mais ça nous fatigue mentalement et ça va nous enlever des petits avantages pendant la partie. Lorsqu'un joueur reçoit une relique, il va aussi recevoir un point de folie. Donc ici, mon personnage, comme il n'a pas de carte folie, il gagnerait une carte folie de niveau 1 qu'il devra appliquer dorénavant à partir des prochaines phases de rencontre. Certains jetons reliques pourraient même m'empêcher de jouer certaines sortes de cartes quand c'est mon tour d'être le leader. Donc ça devient compliqué de faire des défis si je ne peux pas jouer d'armes pendant que je suis le leader. On a 4 autres types de récompenses qu'on peut obtenir sur les différents défis qui sont sur les tuiles. On a tout d'abord des tuiles qui peuvent nous permettre de fouiller. Ce qu'on va faire quand on va fouiller, c'est qu'on va retourner le sablier et qu'on va retourner une tuile cachée. Et tout le temps du sablier, on va pouvoir essayer de mémoriser les défis qui sont sur cette tuile. Quand le sablier sera terminé, on va retourner la tuile face cachée. Pour les équipements ésotériques, on va regarder la pioche de cartes équipements ésotériques et on va choisir un de ces équipements qu'on va aller acheter dans la défausse de cartes équipements. Les cartes d'équipements ésotériques sont des équipements de chacun des 4 symboles avec une valeur de 10. L'effet soigner me permet de retirer une carte blessure de la défausse de carte équipement et de la remettre dans la pioche des cartes blessures. Finalement, on a l'effet exalté qui redonne 2 jetons de leadership. Donc on va les prendre dans la défausse et les replacer sur le traîneau. Une fois qu'on a gagné tous les bonus de notre succès ici avec ce que la tuile nous donnait, on va passer à l'échec qu'on a eu ici avec les outils. Comme on a eu 10 et qu'il ne fallait pas dépasser 9, on a un échec. Le leader aura un choix à faire pour chacun des échecs de notre épreuve. Donc ici, on a un seul échec parce qu'on a eu un succès avec la deuxième épreuve. Pour chaque échec, le leader devra choisir premièrement. Il peut choisir un joueur et lui donner un point de folie. Donc, si un autre joueur a une carte de folie niveau 2, par exemple, ce joueur-là va passer au niveau de folie niveau 3. Il ne peut pas donner le point de folie à un joueur qui a déjà
un niveau de folie de niveau 3. Si tous les joueurs sont au niveau de folie niveau 3, il ne peut pas prendre cette option et il devra choisir de lancer le dé de malus. Et tous les résultats sur ce dé sont négatifs. Si on lance la perte de morale, on devra perdre 2 jetons de leadership qu'on va aller placer dans la défausse. Si jamais on a moins de 2 jetons leadership sur le traîneau, on va tout simplement prendre un seul jeton leadership de la défausse et on va le remettre dans la boîte. Si on lance le dé et qu'on obtient l'icône de blessure, on va prendre 2 cartes blessure de la pioche et on va aller les placer dans notre défausse de cartes équipement. Finalement, si on obtient la confusion sur le dé de malus, on va regarder de combien on a échoué notre épreuve. Donc ici, on avait une valeur de 10 et il ne fallait pas qu'on dépasse 9. On a donc échoué notre épreuve par 1 point. Donc on va aller défausser une carte de la pioche équipement. Si on avait échoué par 5 points, bien là, on aurait défaussé les 5 premières cartes de la pioche. Donc évidemment, ça va être négatif parce qu'on va s'épuiser plus vite. Si on lance le dé de malus et qu'on n'aime pas le résultat qu'on a obtenu, le leader peut décider d'utiliser un jeton de leadership, l'enlever du traîneau pour pouvoir avoir une relance sur le dé. Et évidemment, s'il n'aime pas encore le résultat, peut continuer de dépenser des jetons leadership pour relancer le dé et essayer d'obtenir d'autre chose que de la confusion. Ensuite, on va prendre toutes les cartes qu'on a jouées dans ce tour-là sur le traîneau et on va aller les placer dans la défausse de cartes équipement. Et la tuile, on va tout simplement la retourner dans la boîte de jeu. On passe alors à la 4e phase du tour de jeu qui est la phase de pioche. Le leader va donc prendre la pioche de cartes équipement et il va donner des cartes à tous les joueurs pour remonter les joueurs à leur maximum de cartes en main qui est 5 cartes ici pour notre partie à 3 joueurs. Si jamais la pioche n'est pas suffisante et qu'il ne reste pas assez de cartes, le leader va décider à qui il assigne les cartes restantes, mais on ne rebrasse pas la pioche. Par contre, il peut décider de dépenser des jetons leadership dans cette phase pour augmenter la capacité en main de tous les joueurs. Donc pour un jeton leadership, chacun des joueurs va pouvoir maintenant avoir une carte de plus en main pour le prochain tour. Donc on peut avoir 6 cartes en main. Donc c'est très puissant de dépenser des jetons leadership dans cette phase de jeu. La 5e phase du tour de jeu, elle est optionnelle, donc les joueurs pourront faire la phase de repos ou non, selon leur choix. S'ils décident de faire la phase de repos, ce qui va être essentiel éventuellement dans la partie, ils vont prendre un jeton leadership de la défausse et ils vont le placer dans la boîte de jeu. Donc on l'enlève de la partie. Les autres jetons leadership de la défausse seront retournés sur le traîneau, donc les joueurs vont les regagner. Ensuite, on va prendre la pioche de carte équipement, on va la placer avec la défausse et on va mélanger tout ça ensemble et on va pouvoir se refaire une nouvelle pioche. Donc c'est la façon de réavoir une pioche avec des cartes équipement. Par contre, mes cartes blessures que j'ai ramassées pendant la partie vont maintenant faire partie de ma nouvelle pioche. Lorsqu'on va piocher des cartes blessures, on va pouvoir dans les différentes épreuves, dans les phases de rencontre, jouer ces cartes-là pour s'en débarrasser et éventuellement piocher des nouvelles cartes. Mais éventuellement, ça va finir par polluer notre main ou donner des faux indices à nos coéquipiers qui vont penser qu'on a joué trop de cartes dans une phase de rencontre. Par la suite, on va tout simplement passer le plateau de traîneau au prochain joueur et on va pouvoir débuter un nouveau tour de jeu. Les joueurs vont donc continuer à jouer des tours de jeu et continuer leur ascension dans la montagne hallucinée en explorant des nouvelles tuiles, en essayant de trouver des reliques, en essayant de se rendre jusqu'au sommet sans être trop fou et lorsqu'on va avoir atteint la porte de la folie, on va tenter notre fuite. Donc on va faire les épreuves de la même façon. Donc c'est des tuiles un petit peu spéciales. Je ne vous les montrerai pas pour ne pas gâcher la surprise. Et si on réussit à se rendre à la 3e tuile fuite et qu'on réussit toutes les épreuves qui sont là et qu'on réussit à survivre en fait, on va pouvoir passer à la fin de la partie. À la fin de la partie, on va regarder combien de cartes reliques les joueurs ont réussi à ramasser dans la partie. Donc ici, j'aurai 4 cartes reliques. Et on va regarder dans les cartes d'équipement, donc dans ce que les joueurs ont en main, ou dans la défausse et dans la pioche, on va sortir toutes les cartes blessures. Donc si on a un nombre égal ou supérieur de cartes reliques que de cartes blessures, on va gagner la partie. Si jamais on a moins de reliques et on a plus de blessures, ça va être considéré comme une défaite. Donc on ne peut pas juste faire une course puis se rendre au bout le plus vite possible. Il faut s'assurer d'avoir ramassé assez de reliques pendant la partie pour pouvoir l'emporter.
Et voilà, c'est comme ça qu'on joue aux montagnes hallucinées. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense des montagnes hallucinées? On va commencer par regarder les points positifs que j'ai vraiment aimés dans le jeu. Premièrement, le matériel dans le jeu, la production de ce jeu, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment des tuiles très épaisses. On a, les jetons leadership, c'est des chips de poker. On a notre dé qui est super beau, que j'avais pas dans mon jeu quand j'ai acheté. Il y avait un petit défaut. Fait que j'ai, par la boutique Univers Ludo que j'avais acheté le jeu, ils ont contacté le distributeur, distribution Le Valais à cette époque, qui m'a envoyé le dé. Donc, ça a été quand même assez rapide. Donc, merci beaucoup pour votre bon service à la clientèle. Donc, tout le matériel qu'on a là, dans le jeu, c'est vraiment de très bonne qualité. C'est aussi très très beau. Donc, je trouve le visuel du jeu, tout ça, la montagne, le plateau, la montagne, on sent l'ascension. De plus en plus, on monte. Puis, il y a des petits éléments visuels qui vont vous jouer des tours. Donc, plus vous allez monter, à un moment donné, vous allez voir que il y a des symboles qui sont plus dans la même couleur, puis qu'il y a des choses qui font exprès pour nous mélanger. Puis ça, ça nous amène à une des forces du jeu, en fait. La thématique qu'on ressent dans le jeu-là, la thématique Lovecraftienne avec la folie. Donc, plus on avance en aventure, plus on devient fou parce qu'on a vu, parce qu'on a vécu. Puis on le ressent vraiment bien par des petits détails dans le jeu. Premièrement, les cartes folie, évidemment, vont ajouter beaucoup à cette saveur-là, à cette sauce-là. Donc, d'avoir des conditions particulières quand on communique. Il y a même des cartes folie qui vont vous empêcher de dire certains mots, ou quand vous allez entendre certains mots, vous allez devoir faire telle réaction. Puis là, je veux pas trop vous raconter les cartes folie parce que, c'est un peu le fun du jeu aussi de les découvrir. Fait que ça fait vraiment plein d'effets drôles, puis d'effets qu'on s'attend pas. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça? Ou, je viens de dire de quoi, puis il y a une réaction vraiment démesurée. Puis c'est vraiment la force du jeu de nous faire sentir qu'on est en train notre personnage est en train de devenir un peu fou, puis qu'on fait un peu n'importe quoi. De plus en plus, on monte la montagne. Puis c'est la même chose avec les symboles qui vont finir par changer de couleur, puis des petits détails comme ça qui vont faire que ça rajoute une belle thématique au jeu. Fait que la thématique horreur, la thématique folie est très très bien intégrée, puis elle est intégrée de façon très originale aussi. Fait que c'est vraiment, je pense, une des forces du jeu. Le jeu est très très simple, vous avez vu le principe de base du jeu, on a des cartes avec des symboles, des chiffres, il faut essayer de jouer des cartes ensemble pour cumuler les difficultés des défis qu'on rencontre. Fait que c'est vraiment quelque chose de très très facile à apprendre, donc on pourrait même jouer en famille, c'est quelque chose qui s'apprend bien. Les parties que j'ai jouées ont été vraiment serrées. Qu'on ait perdu la partie ou qu'on ait gagné la partie, c'est vraiment décidé dans les derniers instants. Fait que je pense que le jeu est quand même très bien balancé pour le niveau de difficulté qu'il présente. Puis évidemment, plus on monte, plus il y a de façon aussi d'ajuster la difficulté. C'est quand même simple. On peut partir avec moins de jetons leadership, on peut partir avec une carte folie. Donc il y a plein de façons qu'on peut rendre ça plus difficile si on trouve qu'on est rendu trop à l'aise, qu'on est trop efficace avec l'équipe à laquelle on joue. Pour les côtés négatifs dans le jeu, le temps qu'on nous donne avec le sablier, 30 secondes, c'est tellement pas long, donc ça passe tellement vite. Puis là, quand on commence à embarquer nos folies puis nos différents effets, on se rend compte que tranquillement, on manque de temps ou que ça va de plus en plus vite. Comme le 30 secondes, il arrivait très très rapidement, souvent ce qu'on a fait, nous, on a appliqué la règle que quand le 30 secondes finissait, on arrêtait de parler, puis on se laissait peut-être un 3-4 secondes là, pour mettre nos cartes sur le traîneau. Comme ça nous laissait un petit peu plus de jeu. Parce que faire ça dans le temps du sablier, tout ça, que les cartes soient jouées avant que le temps soit fini, c'est quand même assez difficile. Fait que peut-être de rajouter un 3-4 secondes, ça pourrait vous aider un petit peu. Ensuite, je pense que le gros défaut du jeu, ça va être au niveau de la rejouabilité. Comme le système du jeu repose sur les cartes, repose sur les symboles, les chiffres des cartes qu'on essaie de jouer, de combiner, c'est un système qui est très très simple, mais c'est un système qui va vite devenir redondant. Donc on va toujours refaire la même chose, on va refaire des épreuves, on va refaire, on va remettre des cartes, on va remettre des cartes. Fait qu'il n'y a pas vraiment de quoi de nouveau, plus on va avancer dans la partie au niveau des cartes, au niveau du gameplay des cartes. Puis c'est ça évidemment qui est l'essence du jeu, l'essence de tous les défis qu'on va faire. On dirait qu'il manque une petite twist à quelque part, ou quelque chose d'un petit peu plus dans ce système-là. Ça reste quelque chose de très simple parce qu'on voulait baser le jeu sur la coopération puis sur la communication. L'effet d'amputer la communication avec la folie. Mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Fait que ça aurait été le fun aussi.
Puis les personnages, on aurait pu essayer de rajouter, je sais pas, un petit pouvoir à tel personnage ou une petite condition à tel personnage quand il est rendu à tant de folie, ben, il faut qu'il fasse telle affaire de plus. Ou on aurait pu donner un peu plus de saveur aux différents personnages que juste une image là, sur une tuile. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu ajuster pour donner de plus en plus de profondeur au jeu. Je vais donner à ce jeu, Les Montagnes Hallucinées, je vais donner une note de C+. Donc un jeu pour moi qui est correct, un jeu qui est très divertissant, si on peut pas y enlever, de l'excellent matériel, très beau, très le fun, on va rire, ça va être des parties qui sont mémorables, mais j'ai l'impression qu'après 2-3 parties, j'ai vite fait le tour, j'ai pas nécessairement le goût de rejouer 5, 10, 15 fois à ce jeu-là, on dirait que j'ai vite fait le tour, fait que ça je pense que c'est un petit peu sa faiblesse, fait que je vais quand même donner un C+, donc un jeu qui pourrait être le fun, je pense, en location ou emprunté pour essayer de passer un bon moment. Parce que je pense que ça vaut la peine d'être joué pour son originalité et tout ce qu'il va vous apporter aussi comme expérience de jeu. Fait que ça vaut la peine d'être vécu 2-3 fois, mais je pense qu'au-delà de ça, ça s'essouffle rapidement. Donc c'était Les Montagnes Hallucinées. Peut-être qu'on va voir une version Legacy, c'est quand même un jeu de Rob Daviau, le grand maître des jeux Legacy. Fait que je sais pas s'il planifie ça dans les prochaines années, qui sait, on verra. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a commencé la semaine dernière. J'ai fait un petit live pour tester mes choses. Ça a été très plaisant de faire cette petite vidéo-là en direct, là, de discuter avec vous autres. Je vous ai montré plein de jeux qu'on a reçus aussi par la poste. Voir ce qui s'en vient sur la chaîne. Fait que suivez-nous sur Facebook. Il va probablement en avoir d'autres dans les prochaines semaines. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Sur Instagram, on essaie de vous faire des petits déballages rapides là, avec les stories là, en 30 secondes. On a des petits segments de 30 secondes pour vous montrer les composantes de ce qu'on reçoit dans les jeux. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi de partager ça avec vous autres. Fait que suivez-nous là-dessus pour voir ça. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Venez nous visiter sur passionboardgames.com. Et vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.